Alors Véron retrace le parcours de Zulma, qui est une fille de ferme, qui vient d'accoucher, qui a un bébé et qui est servante. Et Zulma veut fuir son destin d'esclave, donc elle décide de partir à Paris sans argent, sans savoir ce qu'elle va y faire, mais avec son bébé. En chemin, Zulma rencontre Victor. Victor fait partie d'un groupuscule anarchiste avec lequel il vit. Voilà. Et tout de suite, il devient le point de repère de Zulma dans ce Paris où elle ne connaît personne et où elle est complètement isolée et dans la misère. Donc elle va le suivre et elle va s'accrocher à lui. Ils vont devenir indispensables l'un pour l'autre. Et très vite, Zulma va épouser la cause anarchiste, sans forcément... Enfin, si, elle en saisit les tenants et les aboutissants, mais elle les saisit parce que c'est une nécessité pour elle de mener cette vie-là et de trouver les moyens d'accéder à plus d'autonomie. C'est un roman historique qui se passe au début du XXe siècle, mais l'environnement, le contexte sociologique et culturel est assez proche du contexte actuel dans lequel on vit. Ces îlots de résistance qui représentent ce groupuscule, Victor et voilà, auquel se greffe Zulma, ressemblent vraiment énormément aux îlots de résistance actuels. Et ma question de départ, c'était pourquoi les revendications sont-elles encore identiques aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé en 100 ans pour bloquer cette résistance et pour faire qu'il y avait encore, qu'on devait redécouvrir encore le même moyen de résister politiquement? Un désir de questionner le pouvoir central, un désir de se regrouper ou de se replier en communauté. Ce qui m'intéresse dans La Belle Époque, c'est que les différences sociales, on les exploite, qu'on en fait quelque chose, qu'on réfléchit dessus, qu'on a envie de les changer, qu'on pense de plus en plus qu'on va avoir un pouvoir sur son destin et qu'on se limite plus à son simple destin social, voilà, au déterminisme social, qu'on pense vraiment pouvoir en échapper. Sauf que j'ai l'impression qu'au début du XXe siècle, et que on pense pouvoir y échapper collectivement, et que progressivement, au cours du XXe siècle, c'est devenu complètement... cet échappatoire est devenu très individualiste, et que là on revient à ça, à cette nécessité de se construire un autre destin à plusieurs. Et le livre aborde cette question-là par le biais de ses personnages, et notamment de Zulma qui échappe très clairement au déterminisme social, mais qui ne se reconstruit pas d'identité individuelle. Elle croise plusieurs groupes, elle apprend des choses avec ces groupes, elle observe, ça la met en mouvement, elle se positionne, mais dès que son avancée dans le groupe est compromise, et ben elle part ailleurs et elle trouve un autre groupe. Elle a une capacité comme ça à se mêler, à se fondre aux autres, qui est assez... qui vivifie le récit, qui la met en mouvement tout le temps. Et paradoxalement, ce qu'elle ressent intimement, ça nous échappe. J'ai choisi de situer le roman en 1909 parce que c'est une période où l'anarchisme, j'ai l'impression, connaissait un peu un creux et devait se reconstruire. L'anarchisme a été hyper présent dans la société française dans les années 1890, avec l'ère des attentats, qui a traumatisé un peu la société. Avant la Première Guerre mondiale, c'est quelque chose qui s'est atténué. Et du coup, la question pour les anarchistes, je crois, est plus de se positionner par rapport au syndicalisme ou par rapport
au pouvoir qui récupère le communisme avec le socialisme, etc. Donc là, il reste, eux, je les ai présentés comme une niche qui essaie de se réapproprier ce que c'est qu'être anarchiste pendant la Belle Époque. Donc eux, c'est plutôt par des actions qui doivent être dénuées de violence, qui doivent se positionner contre les institutions. Et du coup, ils essayent d'imaginer des choses qui, pour moi, parfois s'apparentent à de la performance, dans la mesure où c'est les émotions qui vont déclencher au moment de leur action qui comptent pour eux, plus que le reste. Comment ils apparaissent, comment ils disparaissent, comment ils se présentent aux autres. Si j'ai choisi cette période-là, qui était une période où les anarchistes étaient un peu en baisse de régime, c'est que moi, ça me permettait d'inventer ce que je voulais et ça me permettait aussi de travailler à un moment l'aspect révolutionnaire qui est un peu à bout de souffle, mais qui persiste. Et je pense qu'aujourd'hui, cet anarchisme-là, il existe dans les fantasmes, enfin dans les faits, voilà, de façon assez marginale, à explorer les différentes voies et les différents fantasmes qu'il y a autour de la révolution, de la liberté, de l'autonomie. Ça existe beaucoup aujourd'hui, mais quoi qu'on en dise, ce qui les ressort le plus dans la société aujourd'hui, c'est pas ces fantasmes-là. C'est pas ceux-là auxquels c'est le plus facile de s'accrocher, quoi. J'ai voulu faire un roman historique aussi parce que aujourd'hui, on essaie beaucoup de comprendre ce qu'on vit, au niveau écologique et sociologique, en s'appuyant sur des récits d'anticipation et sur des utopies, dystopies, etc. Et voilà, ça m'intéressait de revenir, même si ça s'est toujours fait, mais du coup là, je trouve que on essaye beaucoup de réinventer des choses et de conjecturer à partir de toutes les inventions technologiques qui ont cours et avec l'angoisse apocalyptique là qui est partout. Et juste en se disant qu'il y a 100 ans, les groupes de résistance avaient exactement les mêmes positionnements qu'on a aujourd'hui, voilà, mais dans un contexte peut-être un peu moins affolé. Ça m'intéressait d'y revenir et donc d'être plus dans l'affect que dans la construction de systèmes comme ça. Dans les romans d'anticipation ou même dans les films, les séries, etc., il est souvent présenté comme vraiment dépourvu d'affect. Enfin, on dirait qu'ils ne ressemblent pas, ces humains-là. Et je trouve ça toujours assez délicat de s'y projeter, même si Black Mirror, non, au contraire, travaille vraiment ça, et c'est pour ça que c'est fascinant. Mais du coup, je trouve simplement qu'en revenant à quelque chose d'il y a 100 ans, où la folie du robot n'existait pas, et où on était purement dans la représentation, et dans quel destin je vais m'inventer, qui j'ai envie d'être dans la société, etc., pour ceux qui le pouvaient. Voilà, moi, ça me stimule plus d'essayer d'imaginer des histoires d'attachement et de détachement entre personnages que des choses un peu plus techniques. Bon, en tout cas, en tant que lectrice, je suis très impressionnée par les romans de Zola et par le naturalisme, parce qu'il en ressort un mélange d'acuité sociologique très impressionnant, mêlé à des grands sentiments, à des émotions. J'aime beaucoup la gouaille du 19e siècle qu'on peut lire dans beaucoup de romans du 19e. Une vivacité de la parole qui donne du relief
au quotidien, quoi, que j'aime beaucoup et que j'ai voulu travailler un peu dans ce roman. Avec tout de même une héroïne qui ne parle quasiment jamais. Donc c'est autour d'elle. Autour d'elle, on parle beaucoup. Et voilà, elle construit sa trajectoire en fonction de ce qu'elle entend, de ce qui l'attire ou au contraire ce qui la repousse. J'aime tellement les romans naturalistes, mais que le roman naturaliste a été vraiment mené par des hommes. Et d'une certaine manière, je m'inscris un peu dedans parce que je reprends les thématiques, parce que je suis voilà, habitée par ces dialogues, ces dialogues-là, cette gouaille-là de Paris qui me plaît et que j'ai envie de travailler. Voilà, c'est tout ça qui ressurgit dans le livre, mais je m'attache aussi à écrire ce qu'ils n'ont pas écrit sur la vie, quoi. Donc les accouchements, la contraception, les menstruations, enfin voilà, tout ce qui fait partie vraiment du quotidien des femmes et qui n'apparaissait pas dans le roman naturaliste du 19e. Mais je pense que le fait que Zulma me soit apparue avec son bébé est pas anodin. C'est une thématique, la maternité, que j'avais envie de développer. Et là, elle est développée sous l'angle féministe. J'ai travaillé les dialogues, mais il y en a moins que dans mon précédent roman, Fairy Tail. Je crois que dans celui-ci, il y a peut-être plus de monologues, ils interviennent plus comme des petits élans comme ça de personnages qu'on croise et puis qu'on reverra plus. Enfin, c'est des prises de parole, enfin, que j'ai travaillé. Véron, je l'ai construit sur la sensation. Donc il y a un personnage qui apparaît comme ça, et il apparaît pour moi comme il apparaît dans le roman, et ensuite il va se déplacer, enfin, et moi je vais inventer tout un contexte autour, mais je sais pas exactement comment le personnage va se déplacer à l'intérieur. Et ce contexte, il est très construit dans mon esprit, mais ensuite ce que le personnage qui témoigne de quelque chose va capter et va révéler du contexte, je sais pas trop ce que c'est. Et il y a un mouvement comme ça que j'épouse avec l'écriture, qui va prendre, piocher et assembler quelque chose avec une matière que j'ai déjà travaillée comme ça dans ma tête. Et du coup, ce qui en ressort et ce qui s'assemble, c'est le personnage qui le décide. Enfin, c'est un mouvement, mais que je contrôle d'une certaine manière, mais pas complètement. Le regard Véron, ça suggère déjà quelque chose de pluriel, pas forcément un dualisme, mais voilà, un regard pluriel. Ensuite, je trouve que les regards Véron sont captivants, donc c'est comme ça que le personnage m'a happée et m'a donné envie de le suivre, parce que ça évoque le mystère. Et ensuite, Véron, derrière, j'entends le verbe voir, et nous verrons, enfin, comme dans les désirs de révolution entraînent toujours des fantasmes de comment va devenir la société. Et pour moi, dans Véron, voilà, il y a l'idée que quelque chose va émerger de l'ordre d'une société.